Bien, je suis très content de pouvoir parler un peu de mon travail ici à Béton Salon et à côté de l'exposition de Candice Nin, qui parle aussi à sa manière de couleur. Et je voudrais revenir sur un épisode que tout le monde pense connaître en fait, enfin une période de l'histoire des États-Unis, qui est la mise en place de la ségrégation. Et après la guerre de sécession aux États-Unis et la fin de l'esclavage, et montrer comment, en fait, en partant de choses qui peuvent avoir l'air triviales, on peut, en fait, toucher des questions assez fondamentales, c'est-à-dire vraiment partir de détails de quelque chose de très micro pour le connecter à des choses qui sont beaucoup plus macro, des questions politiques, sociale et économique, la question de la ségrégation, la question de l'inégalité, et voir qu'en fait ça se joue, ou en tout cas ça se révèle parfois autour de choses, de questions très ordinaires de la vie matérielle. Alors je voudrais commencer par vous parler d'une anecdote qui est rapportée par un auteur, donc un républicain, c'est-à-dire quelqu'un qui appartenait qui était partisan de l'abolition de l'esclavage et qui, dans les semaines qui suivent la fin de la guerre de sécession en 1865, se rend dans le sud des États-Unis pour envoyer des impressions sur l'état d'esprit de la population du Sud et informer en fait les lecteurs ici d'un journal de Boston, mais plus largement du Nord, sur comment en fait, en l'occurrence, les élites blanches du Sud vivent et réagissent à la fin de l'esclavage. Et cette anecdote, où lui, il parle de détails matériels triviaux, me semble en fait à moi extrêmement intéressante. Il raconte que les femmes blanches de la bonne société sudiste étaient scandalisées de voir des femmes noires porter des voiles ou des voilettes et apparaître dans l'espace public, dans la rue, avec cette tenue. Et comme il l'indique, à l'époque de l'esclavage, il était interdit aux femmes noires de s'habiller comme ça. Bon, de toute façon, à l'époque de l'esclavage, la tenue des esclaves se limitait à ce que les maîtres leur donnaient pour s'habiller. Et donc moi, je me suis demandé pourquoi est-ce que le fait que ces femmes qui étaient récemment émancipées apparaissaient avec cet accessoire de mode était si choquant ou si scandaleux pour ces femmes de la bonne société sudiste, au point que certaines affirment qu'elles l'arracheront de leur visage si elles croisent une femme noire qui porte cet accessoire, et d'autres qui se rendent compte que, bon, dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire avec les armées de l'Union qui occupent le Sud, il y avait un risque à faire ça, et en me disant, mais qu'est-ce qui se joue là-dedans? Et donc, ce qui me semble, c'est qu'en fait, dans ce détail en apparence trivial de savoir qui est légitime pour porter cet accessoire de mode, en fait, se jouent des choses assez fondamentales. Alors, d'une part, une chose assez évidente qui est la question de la distinction par l'apparence. Et donc, en fait, cette idée que ces accessoires de mode qui dénotaient l'élégance, un certain style de vie, l'appartenance à une certaine classe sociale, ne pouvaient pas être partagés. Et donc, à partir du moment, et c'est ce qui est dit aussi, à partir du moment où des femmes noires, anciennes esclaves, portent cet accessoire, les femmes blanches renoncent à le porter parce qu'elles ne veulent pas être associées dans leur apparence, ni dans leur pratique, à ce bout de tissu. Donc, ce qu'on voit, c'est que le bout de tissu, en fait, on vient à représenter une classe sociale et une forme aussi de féminité. Alors, ce qu'on voit dans le texte donc, en anglais, et puis que j'ai essayé de rendre dans la traduction, qui est aussi en apparence un détail, on pourrait presque ne pas le voir, mais il a son importance, c'est que dans le texte, et ce qui ressort des conversations, les femmes blanches, on parle toujours d'elles comme étant des ladies, donc ce que j'ai traduit par dames, et les femmes noires, on parle toujours d'elles comme étant simplement des femmes, c'est-à-dire women. Et il y a aussi une autre chose qui se joue là-dedans, c'est une sorte de combat pour
définir une forme de féminité respectable. Et en fait, en ne parlant jamais des femmes noires comme ladies, un des effets de ça, c'est de considérer qu'en fait, elles ne pourront jamais être des femmes respectables. Et donc ça s'explique par, en fait, le cadre économique aussi de l'époque. C'est l'idée qu'en fait, une lady, c'est aussi une femme qui ne travaille pas. Si on reconnaît aux femmes qui étaient esclaves qu'elles peuvent se promener dans la rue avec les habits de la bonne société et qu'elles pourraient être appelées des ladies, ça veut dire qu'on pourrait imaginer qu'elles pourraient ne pas travailler. Et en fait, ce qui se joue, c'est aussi ça, c'est la chose qui serait complètement catastrophique pour ces élites blanches qui, si elles ont perdu la guerre, n'ont pas pour autant renoncé à contrôler la force de travail des anciens esclaves. Et donc, du coup, l'idée que les femmes qui avaient été esclaves pourraient accéder à une forme de féminité qui passe par le fait de, quand on est une femme, ne pas faire de travail physique, ne pas travailler dans les champs, ne pas travailler au vu de tout le monde, ça serait à la fois scandaleux en termes d'égalité, parce que ça les mettrait sur un plan d'égalité, mais aussi ça serait scandaleux parce que ça enlèverait leur force de travail aux propriétaires qui comptent bien les maintenir justement dans cette relation de travail. Et donc c'est pour ça que ce bout de tissu donc, me paraissait si intéressant, parce qu'il me semble qu'il révèle tout ça, et il révèle aussi une autre chose qui est, et là, comme on est vraiment dans les semaines qui suivent la fin de la guerre de sécession, alors, un certain nombre d'esclaves, en fait, se sont émancipés eux-mêmes avant la fin de la guerre de sécession, se sont enfuis, ont refusé de travailler, et ce n'est pas le jour où on proclame officiellement la fin de l'esclavage que l'esclavage se termine. Mais néanmoins, on est vraiment dans la période d'adaptation à ce nouvel état de fait où l'esclavage devient légalement interdit, et ça demande une énorme adaptation pour la société sudiste. Puisqu'il y a 4 millions donc, de personnes qui étaient esclaves qui deviennent libres. Et ça interroge aussi sur ce que c'est que la liberté, en fait, cette histoire de vêtements, de tissus, parce que, en fait, ce que je pense aussi qui se joue là-dedans, c'est que en portant des accessoires de mode, les anciennes esclaves, elles manifestent qu'elles peuvent dépenser leur argent comme elles veulent, y compris de façon irrationnelle, ou qui paraît irrationnelle à leurs anciens maîtres. Et je pense qu'on peut faire une filiation entre tout un tas de discours sur la paresse des Noirs, des anciens esclaves, leur frivolité, le fait qu'ils dépensent l'argent n'importe comment, jusqu'à la critique aujourd'hui du bling-bling et du mauvais goût des Noirs américains, une critique conservatrice qui se retrouve aussi dans les politiques publiques. Par exemple, le fait que les personnes qui dépendent de l'aide sociale aux États-Unis aujourd'hui, ils ont des cartes avec lesquelles ils peuvent payer, mais avec ces cartes, on ne peut pas acheter n'importe quoi. Par exemple, on ne peut pas payer pour acheter de l'alcool ou des cigarettes avec ces cartes. Et dans certains États où les républicains conservateurs ont la majorité, ils ont essayé d'exclure de la liste des choses comme les langoustes, les fruits de mer, tout un tas de choses, parce que leur idée, c'est que les pauvres ne doivent pas avoir accès au luxe, même si c'est un petit luxe. Et donc, en fait, on en revient à ça, à se dire, mais c'est quoi qui les dérange tellement là-dedans? Et je pense que ce qui les dérange tellement là-dedans, c'est que les anciens esclaves, en s'habillant comme ils veulent et en décidant que eux aussi ou elles aussi peuvent être élégants et élégantes, ils manifestent que leur liberté, c'est aussi une liberté économique. Et donc, en fait, apparaître comme eux le veulent dans la rue, c'est aussi une remise en cause assez forte de l'ordre social de l'époque. À côté de ça, si on veut voir quelles étaient les représentations que les Blancs sudistes conservateurs avaient des Noirs, c'est des choses comme ça. Donc la représentation caricaturale, donc en 1866, du noir paresseux, et le texte qui dit, en fait, le bureau des affranchis, le Freedmen's Bureau, c'est une agence qui sert à garder les Noirs dans l'oisiveté, et c'est l'homme blanc qui paye, donc qui finance ça. Et donc on voit à l'arrière-plan les hommes blancs qui travaillent pendant que les anciens esclaves se la coulent douce. Et donc, évidemment, ce qu'il y a derrière cette propagande, c'est l'idée qu'il faut les remettre au travail le plus vite possible et surtout qu'ils ne puissent pas être autonomes ou indépendants.
Et donc, de ce point de vue, on peut penser que, en fait, dans la possibilité pour les affranchis dans la période 1865-1870, et puis un peu plus tard, leurs descendants, d'avoir accès à un style de vie qu'on peut qualifier de bourgeois ou classe moyenne, il y a en fait quelque chose qui est extrêmement subversif dans l'ordre social du sud des États-Unis. Et donc, je vais vous montrer quelques images qui sont tirées d'une collection de photos qui a été rassemblée par le sociologue W.E.B. Du Bois pour les montrer à l'Exposition universelle de Paris en 1900. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu l'exposition du quai Branly sur la ségrégation, mais il reprenait certaines de ces images, même si en fait c'était des reproductions. Et donc, Du Bois a montré à Paris à peu près 300 photos pour montrer la vie des Noirs américains en Géorgie, donc l'État où il était professeur à l'université, en 1900. Et vous allez voir que c'est très loin, justement, des représentations stéréotypées qu'on peut avoir des Noirs après l'abolition ou à l'époque de la ségrégation. Donc ça, c'est typiquement le genre de photos que vous trouvez dans cette collection. Vous voyez aussi des photos donc, de familles noires américaines qui vont à l'église. Donc une église assez luxueuse. Donc évidemment, il y a aussi des églises beaucoup plus simples, beaucoup plus modestes. Un intérieur d'une famille noire d'Atlanta. Et donc, vous voyez tous les attributs, même si la photo, bon, on ne voit pas bien, mais il y a tous les attributs de l'intérieur bourgeois de l'époque. Et dans cette série de photos, on en voit quelques-unes, mais pas beaucoup, qui montrent des choses comme ça. C'est-à-dire, ça, c'est ce qu'on voit d'habitude. C'est des Noirs pauvres qui travaillent dans les champs. Et en fait, la grande majorité des Noirs du sud des États-Unis à l'époque, ils vivent comme ça. Ils ne vivent pas comme dans les photos que je vous ai montrées juste avant. Mais il y a un intérêt, en fait, et un but politique de montrer qu'il y a aussi cette respectabilité. Et si on s'intéresse justement à cette question de la respectabilité, ça permet aussi de comprendre autrement ce qui se joue à la fin du XIXe siècle autour de la ségrégation, et en particulier de la ségrégation dans les trains. Alors tout le monde sait que les États du sud des États-Unis ont mis en place la ségrégation après l'abolition de l'esclavage. On pense parfois que ça se suit immédiatement, mais en fait non. La ségrégation, par exemple dans les trains, elle se met en place dans les années 1890, c'est-à-dire 25-30 ans après la fin de l'esclavage. Dit autrement, c'est plutôt une génération après. C'est-à-dire que les gens qui sont victimes de la ségrégation, et je vais vous montrer qu'en fait, ce sont en général des gens qui soit sont nés après l'abolition, soit étaient enfants au moment de l'abolition, c'est des gens qui ont grandi avec l'idée qu'ils avaient des droits égaux. Et en fait, la ségrégation, ce n'est pas exactement la poursuite de l'esclavage. De mon point de vue, c'est beaucoup plus l'idée de dire, d'assigner ces gens qui croient qu'ils sont égaux à une place inférieure pour leur montrer qu'en fait, non, ils ne sont pas égaux. Mais ce qui se passe dans les trains, parce que la ségrégation elle commence d'abord dans les trains, c'est qu'il n'y a pas une volonté de la part des gens qui veulent imposer la ségrégation de mettre la ségrégation en place partout. En fait, l'enjeu véritable de la ségrégation, c'est de mettre la ségrégation dans les wagons de première classe, les wagons les plus chers, et personne ne parle de mettre la ségrégation dans les wagons les moins chers où les blancs et les noirs sont mélangés. Parce que quand les blancs et les noirs pauvres sont mélangés, ça ne dérange en fait pas grand monde. Ce qui pose un problème, c'est quand il y a des Noirs de la classe moyenne noire qui prétendent qu'ils peuvent avoir accès aux lieux de distinction. Et quand vous faites la liste de tous les endroits pour lesquels on veut appliquer la ségrégation à l'époque, dans les années 1890, c'est les restaurants chics, l'opéra, le théâtre, les wagons de première classe du train, mais on ne parle pas de ségrégation dans les saloons, pour aller voir des matchs de boxe, dans les trucs d'amusement populaire. Et en fait, vraiment, l'enjeu, c'est de dire... En fait, les Noirs, ils doivent rester à leur place, c'est-à-dire une place d'appartenir aux classes populaires. Et surtout, ils ne doivent pas rentrer dans les espaces qui sont les espaces réservés aux élites. Et quand on regarde justement ce qui se passe dans ces wagons, c'est aussi intéressant de voir que ces wagons, à l'époque, souvent, ils ne s'appelaient pas des wagons de première classe, ils s'appelaient les ladies' cars. C'était les wagons pour les femmes qui soit voyageaient seules, soit avec leurs compagnons de voyage.
des endroits où elles n'étaient pas importunées par les gens qui fument, qui crachent, qui se comportent mal, etc. Et donc, évidemment, les femmes qui cherchaient à voyager là, lorsqu'on parle des femmes noires, c'était en général des femmes jeunes, avec un certain niveau de revenus, qui pouvaient payer les billets qui étaient plus chers, mais qui aussi insistaient justement pour pouvoir avoir accès à ces wagons à la fois plus confortables, mais aussi dans un environnement différent. Alors, la plus célèbre d'entre elles, c'est Ida B. Wells, qui était une institutrice puis journaliste, qui est devenue très célèbre pour la croisade qu'elle a montée contre le lynchage dans ces années-là. Mais Ida B. Wells fait partie de ces femmes noires américaines qui ont été débarquées de force des wagons de première classe des trains et qui a fait un procès. Et en fait, vous voyez ce que je vous disais, elle est née en 1862, elle avait une trentaine d'années quand elle s'est fait débarquer du train. Et là aussi, on retrouve ce dont je parlais tout à l'heure, le fait qu'on empêche ces femmes d'être considérées comme des ladies, des femmes respectables. À quoi ça se voit? Par exemple, il y a des hommes, des passagers ou des employés qui les ont mises dehors du wagon de force, c'est-à-dire elles ont porté la main sur elles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui montre qu'elles considèrent qu'ils ne sont pas vraiment des dames, parce que si elles avaient eu ce statut de dames respectables, jamais ils n'auraient pu les toucher comme ça. Et donc là, vous voyez qu'il y avait aussi ce déni de leur qualité de femmes. Et d'ailleurs, dans les procès, elles mettent très peu en avant le fait qu'elles sont noires et donc qu'elles ont des droits. Elles disent « nous sommes des femmes et nous sommes éduquées et on ne nous a pas traités comme notre statut, en fait, devrait nous permettre. » Et bien entendu, avec aussi l'idée qu'elles avaient acheté des billets pour ces compartiments supérieurs. Donc, autour de ça, on voit que en fait, la ségrégation, ça ne se joue pas de la même façon pour tout le monde, que pour les femmes, et en particulier, enfin pour les femmes noires, et en particulier celles qui constituent d'une certaine manière l'élite des Noirs du Sud, la ségrégation, elles sont beaucoup plus victimes de la ségrégation en fait que, par exemple, les hommes noirs qui appartiennent aux classes populaires du Sud, pour qui, en fait, la ségrégation a beaucoup moins d'impact sur leur vie quotidienne. Mais ça veut dire aussi que derrière, il y a des enjeux économiques. Et moi, je dirais qu'en fait, ce qu'on peut comprendre là-dedans, c'est que aussi ce qu'on cherche à faire avec la ségrégation, c'est bien sûr humilier les Noirs dans leur ensemble, mais aussi rappeler que, en fait, ou mettre en place un système où, surtout, il ne faut pas que les anciens esclaves ou leurs descendants puissent s'enrichir et connaître une mobilité sociale qui leur permettrait d'appartenir à ce qu'on pourrait dire la classe moyenne. Et ça, cet enjeu économique qu'il y a derrière la ségrégation, c'est quelque chose qui, à mon avis, explique beaucoup de choses. Et je terminerai là-dessus avec un exemple un peu différent, mais, et qui nous avance un petit peu dans le temps, mais toujours dans la période de la ségrégation. En Arkansas, en 1915, bon, ça c'est une photo d'Arkansas dans les années 20, je pense. Et donc, une autre anecdote, en fait, et là aussi pour comprendre pourquoi c'était choquant. Le ministère de l'Agriculture avait mis en place un programme pour permettre aux agriculteurs, blancs et noirs, de sortir de la dépendance au coton, de diversifier leur production, ce qui leur permettait éventuellement d'avoir des sources de revenus plus stables et aussi de se désendetter. Et là, on a le cas, en fait, de familles noires qui se sont tellement désendettées qu'elles ont été ouvrir un compte en banque en ville. Et quand ils sont allés faire leurs courses, ils ont payé en faisant un chèque. Je vais vous dire, bon, qu'est-ce que ça a de choquant? Alors, il faut savoir, à l'époque, très peu de gens ont des comptes en banque et très peu de gens payent en faisant des chèques. Mais ce que ça a de choquant et que vous pouvez voir dans le rapport de l'agent qui rapporte ça, c'est qu'en fait, le problème, c'est qu'un noir qui est désendetté, à qui est-ce qu'il ne doit plus d'argent? Il ne doit plus d'argent à son propriétaire ou au commerçant blanc. Et en fait, une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas contents, c'est qu'ils ne payent plus d'intérêt et que, en fait, plus les Noirs sont désendettés, plus les Blancs vont s'appauvrir, comparativement. Et donc, ce qu'on comprend aussi, c'est que la ségrégation, ça enrichit des gens. Et ce n'est pas seulement qu'il y a des gens qui sont maintenus dans la pauvreté, c'est qu'il y en a d'autres qui s'enrichissent grâce à la ségrégation. Et je pense que, et moi, en fait, une fois que j'ai découvert en fait, cette anecdote, j'ai eu une sorte d'illumination et je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça aussi
que c'est si difficile de mettre fin à la ségrégation, ce n'est pas seulement parce qu'il y a des raisons idéologiques, il y a des gens qui croient à des théories sur l'inégalité des races, c'est aussi que, indépendamment de ce à quoi ils croient, il y a des intérêts matériels, des intérêts économiques, il y a des gagnants et des perdants de la ségrégation. Et ça, en fait, je pense que c'est quelque chose qu'on peut transposer dans plein d'autres cadres. Et de voir que, en fait, si la ségrégation en fait, s'est maintenue si longtemps, ce n'est pas seulement parce qu'il y a du racisme, c'est aussi parce qu'il y a des inégalités qui profitent à certaines personnes, certaines catégories sociales. Et donc l'idée en fait, du programme, c'était de faire passer en fait, les familles noires d'un type d'habitat qui ressemble à ça, à quelque chose qui serait déjà un peu mieux comme ça. Enfin, ça, ce n'est pas de l'habitat, c'est des bâtiments de ferme. Mais sauf qu'en fait, si on fait ça, eh ben, en fait, il y a des gens qui vont y gagner, c'est ceux qui habitent dedans. Mais il y a des gens qui vont y perdre, c'est par exemple ceux qui sont propriétaires du terrain, ceux à qui ils payent un loyer, ceux auprès de qui ils sont endettés. Et donc, ça explique qu'en fait, la fin de la pauvreté, ce n'est pas le but de tout le monde. Il y a des gens qui ont comme but, justement, que la pauvreté se perpétue, en particulier la pauvreté des anciens esclaves. Et du coup, on voit que dans les objets qui se vendent, qui s'achètent, dans les questions de commerce, ça permet aussi de comprendre un peu autrement ces histoires de racisme, de ségrégation, de discrimination, et de comprendre pourquoi ça dure si longtemps et c'est si difficile justement d'en sortir.